Bonjour à tous. Aujourd'hui on va voir un cours sur la sémiologie neurologique. Comme définition, la sémiologie neurologique permet d'étudier tous les symptômes et les signes des maladies qui sont la conséquence des lésions du système nerveux. Donc ces symptômes sont des manifestations qui sont ressenties bien sûr par le patient. Le fait de connaître la localisation de la lésion est essentiel en clinique neurologique. Donc elle repose sur la connaissance bien sûr de la neuroanatomie et des symptômes ou bien les signes qui sont associés aux différentes lésions focales des systèmes nerveux. On commence par la sémiologie de la motricité. On va commencer par un petit rappel des niveaux hiérarchiques de la commande motrice. Donc la hiérarchie de la commande motrice, il passe par trois niveaux. Donc la commande motrice, il est géré par trois niveaux. Il y a un niveau inférieur qui est responsable de l'exécution du mouvement. Il y a un niveau intermédiaire qui définit les paramètres du mouvement. Et il y a un niveau supérieur qui intègre qui est responsable de l'intégration des sensoriels et définition des stratégies motrices. Donc, comme vous savez, tout mouvement, toute activité motrice, il passe par quatre étapes. Donc, l'intention, la planification, la programmation et l'exécution. Donc, pour l'intention, elle est responsable. Donc, la partie qui est responsable, c'est le cortex préfrontal. Donc, pour la planification, c'est l'aire motrice, c'est l'aire prémotrice, pardon. D'accord? Et pour la programmation, c'est l'aire motrice supérieure. Et pour l'exécution, c'est l'aire motrice primaire. D'accord? L'aire motrice primaire, avec bien sûr l'implication des différents noyaux gris centraux. Donc la différence entre la voie pyramidale et la voie extra-pyramidale. Donc la voie pyramidale, elle désigne la voie cortico-spinale. D'accord? C'est une voie qui est directe. Donc on l'appelle pyramidale parce qu'il passe par les pyramides pulpaires. Donc il relie le cortex moteur à l'étage spinal et bulbaire. D'accord? Donc cette fois, il active les motoneurones de la moelle épinière et des troncs cérébrales qui activent à leur tour les muscles pour donner naissance à un mouvement. Donc c'est la voie de la motricité volontaire. Donc la motricité, il est sous la dépendance de la voie pyramidale et la voie pyramidale qui est indirecte. Donc c'est une voie qui assure, si vous voulez, un équilibre. Donc c'est une voie de feedback, il inhibe ou bien il active, il facilite la voie pyramidale. Et aussi la motricité, elle dépend aussi du cervelet qui est nécessaire, qui est important, qui est indispensable afin que le mouvement puisse s'accomplir de manière qui est normale. Alors pour la voie extra-pyramidale, il englobe toutes les autres voies qui n'appartiennent pas à la voie pyramidale. Donc il est responsable de la motricité involontaire qui implique les mouvements automatiques et aussi le contrôle du tonus musculaire. Donc, vous
voyez toujours la voie pyramidale qui permet l'activation des différentes motoneurones qui activent à leur tour les muscles. D'accord? Donc vous voyez la voie pyramidale qui a changé de trajet au niveau de la moelle épinière et surtout au niveau du bulbe. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle une décussation dans la moelle allongée, c'est-à-dire le bulbe. Donc en bref, donc la voie pyramidale et la voie extra-pyramidale. Donc la voie pyramidale, il est responsable du mouvement moteur volontaire. Donc il prend naissance dans le cortex moteur vers le tronc cérébral, vers la moelle épinière. Donc dans le tronc cérébral, les branches pour les noyaux des nerfs crâniens moteurs. Donc il croise la ligne médiane dans le bulbe, donc une décussation au niveau bulbaire. C'est pour cela chaque hémisphère il contrôle la motricité de l'hémicorps contralatéral. Alors pour la voie extra-pyramidale, donc il module, soit il inhibe, soit il facilite les ordres moteurs transmis par le flux pyramidal. Elle régule aussi le tonus et la posture lors des mouvements volontaires. Donc la composante semi-automatique du mouvement aussi, elle est responsable aussi de la régulation des mouvements semi-automatiques du mouvement, certainement la marche. Et bien sûr, il y a l'intervention des noyaux gris centraux dans la modulation aussi de la voie pyramidale. Comme j'avais dit, donc la motricité et le saut, la dépendance de la voie pyramidale, puis extra-pyramidale et aussi le cervelet, donc qui assure une intervention sur les ordres moteurs pour permettre la coordination du mouvement, le maintien de l'équilibre et la marche et la réalisation des gestes qui sont faits. Maintenant, on commence par, après le rappel physiologique de la motricité, maintenant on va voir les troubles de la fonction motrice, c'est-à-dire qu'on a commencé à voir la sémiologie de la motricité. Alors que les troubles de la fonction motrice, ils sont de trois grands types. Donc il y a les paralysies, qui est une diminution, une abolition de la motricité volontaire. Les syndromes extra-pyramidaux. Donc en premier rang, on va voir les syndromes parkinsoniens, ou bien le syndrome parkinsonien, et les troubles moteurs, dont la physiopathologie elle est encore floue et qui réalise des mouvements anormaux. Donc, ce que nous présentons, nous avons dit qu'il y a une atteinte du système pyramidal, la paralysie centrale. Nous avons vu la paralysie centrale avec les signes qui orientent vers le système pyramidal. Maintenant, on va voir l'atteinte du neurone moteur périphérique, la paralysie périphérique. Et après, on va voir l'atteinte musculaire. Donc, pour les paralysies du type périphérique, ils sont en rapport avec une atteinte du motoneurone périphérique. Au niveau de la corne antérieure de la moelle, les racines rachidiennes, le plexus, les nerfs moteurs. Donc le caractère commun, trouble moteur, on peut avoir une paralysie flasque avec hypotonie. Donc l'hypotonie, déjà on a défini qu'est-ce que ça veut dire l'hypotonie. Maintenant on va définir ce que ça veut dire la paralysie flasque. C'est une paralysie complète ou non, sans spasticité. Donc, la paralysie, la mobilisation passive se fait aisément sans résistance. Dans la paralysie flasque. Les muscles, ils sont atrophiques, ils sont mous, et on peut les itérer aisément. Et les réflexes osteotendineux, ils sont abolis. Donc, la paralysie flasque, donc, elle est sans spasticité.
c'est-à-dire la mobilisation sans résistance. L'abolition des réflexes osteotendineux dans le territoire paralysé. Donc nous avons déjà parlé des réflexes osteotendineux. On peut avoir aussi la myotrophie souvent associée à des fasciculations. Nous avons déjà défini la myotrophie. Maintenant, on va définir les fasciculations. Les fasciculations, ce sont des contractions involontaires et brèves des fibres musculaires. Donc, ce sont des contractions des fibres musculaires visibles sur la peau sans déplacement. Donc, ils sont plus souvent observés dans les maladies de la corne antérieure de la moelle. D'accord? Donc, ce sont des contractions involontaires. On peut avoir aussi les troubles vasomoteurs, toujours dans les paralysies du type périphérique. Exemple, la cyanose, refroidissement et troubles sudoraux. Donc, ce sont des troubles qu'on peut avoir aussi dans les paralysies du type périphérique. Aussi, on peut avoir aussi comme caractère commun dans les paralysies périphériques des troubles sensitifs, qui sont subjectifs bien sûr parce qu'ils sont exprimés par le patient, un type de douleur ou de paresthésie. Et on peut avoir aussi des troubles sensitifs objectifs, l'anesthésie complète, portant sur tous les modes de sensibilité. Donc, si on définit c'est quoi les paresthésies, donc ce sont des sensations anormales, mais qui sont mais pas réellement douloureuses, et habituellement non motivées par un stimulus extérieur. Donc le patient, il exprime, il dit comme quoi j'ai des fourmillements, des picotements, du courant d'air, de peau cartonnée, d'impression d'eau chaude ou d'eau froide. C'est pour cela qu'on a dit que ce sont des signes qui sont subjectifs. Pour les dysesthésies, ils sont des sensations anormales provoquées par un stimulus sur le contact. Par contre, ici, il n'y a pas de stimulus, alors qu'ici, dans les dysesthésies, ce sont des sensations anormales provoquées par un stimulus sur le contact. Elles peuvent être plus ou moins pénibles ou franchement douloureuses. Troisième, donc l'atteinte de la jonction neuromusculaire en myasthénie. Donc nous avons parlé de la paralysie centrale, la paralysie périphérique. Maintenant, on va voir le troisième cause, c'est l'atteinte de la jonction neuromusculaire en myasthénie, qui est une fatigabilité à l'effort répété, qui régresse au repos et après injection de prostagmine. Parce que la myasthénie, c'est une pathologie auto-immune où les anticorps attaquent les récepteurs cholinergiques. C'est certains muscariniques qui sont localisés au niveau de la plaque motrice. Lorsqu'on injecte la prostagmine, c'est un anticholinestérasique. Bien sûr, on peut avoir une amélioration de la fonction neuromusculaire. Donc, il porte essentiellement sur les muscles oculomoteurs qui sont responsables de diplopie et d'imptosis, les muscles masticateurs avec gêne à la déglutition, et aussi cette fatigabilité, il touche aussi les muscles des racines des membres. Donc ici, la prostagmine, c'est un anti-acétylcholinestérasique, donc ça permet de garder un peu l'acétylcholine dans la fente synaptique. Syndrome extrapyramidal, en plus des dystonies. Donc les différents syndromes extrapyramidaux, donc il y a le syndrome parkinsonien, qui est en rapport avec les lésions des lucus niger. Donc il est caractérisé par les signes suivants: le tremblement parkinsonien, la kinésie, l'hypertonie. Donc la kinésie, c'est la réduction et la lenteur des mouvements. Donc le malade est spontanément immobile, son expression gestuelle est diminuée. Au niveau du visage, d'accord, on remarque une rareté de clignement, la réduction de la mimique,
qui donne au patient un masque figé, sans expression, qui ne reflète pas les émotions. Donc, pour la réduction et la lenteur du mouvement lors de la marche, il existe une diminution des balancements des bras. Le patient aussi, il a également des difficultés à exécuter de façon rapide les mouvements alternatifs. Donc, lors des épreuves des marionnettes et mouvements doigt-nez, on remarque que le patient il a des difficultés à exécuter les mouvements alternatifs. Donc l'hypertonie du type extrapyramidal, elle est plastique et diffuse. C'est quoi plastique? Lorsqu'on déplace les divers segments des membres, elle garde plus ou moins longtemps la nouvelle position avant d'arriver à leur position initiale. Il ne s'accompagne pas de déficit moteur et les réflexes osteotendineux ils sont normaux. Pour les tremblements, ce sont des oscillations rythmiques involontaires que décrit tout aux parties du corps autour de sa position d'équilibre. Donc un tremblement, c'est surtout un tremblement de repos, c'est un tremblement parkinsonien. Donc le syndrome parkinsonien, c'est un syndrome extrapyramidal. Le dernier symptôme aussi qu'on remarque chez un patient qui a un syndrome parkinsonien, c'est l'instabilité posturale. Comme j'avais dit tout à l'heure, donc la voie extrapyramidale est responsable aussi du maintien de la posture. Donc il se manifeste par des troubles de l'équilibre. Donc vous voyez donc ici un problème de la posture avec un déséquilibre qui peut causer des chutes pour ces patients. Donc pour le tremblement parkinsonien, c'est un tremblement de repos. Donc c'est un mouvement rythmique régulier de fréquence modérée en moyenne. Régulier de fréquence modérée. En moyenne 6 mouvements par seconde. Et l'amplitude variable le plus souvent modérée. Donc il prédomine surtout dans les extrémités distales. Donc il débute à l'extrémité du membre supérieur où il réalise des mouvements alternés de flexion et extension des doigts et d'adduction, abduction du pouce. On dit que le malade, c'est comme le malade, il émiette du pain, ou bien il roule une cigarette, ou bien on dit à un patient qui compte la monnaie. Au membre inférieur, il réalise un mouvement de flexion et extension. C'est comme la classique mouvement de pédale. On dit que c'est comme la classique mouvement de pédale. Pourquoi? Parce que le patient, il réalise un mouvement de flexion et extension. Ce tremblement, c'est un tremblement de repos. Et bien sûr, il augmente d'amplitude avec les émotions, la fatigue et l'effort de concentration intellectuelle. C'est pour cela qu'on doit rassurer nos patients et prendre en considération leurs émotions. Donc c'est un tremblement qui peut disparaître lors des mouvements volontaires et pendant le sommeil. Donc les autres troubles moteurs, flapping tremor, ou bien tremblement battement d'aile, ou bien on appelle l'astérixis. Donc c'est un signe clinique observé en neurologie. Donc il est caractérisé par la chute brutale. Vous voyez ici la chute brutale et de brève durée des tonus du muscle extenseur de la main. Donc on le remarque surtout dans les encéphalopathies. Un autre trouble moteur, c'est les myoclonies. Ce sont des contractions musculaires brèves et involontaires génératrices au nom d'un déplacement segmentaire.
Et bien sûr, troisième, c'est les tics. Ce sont des mouvements involontaires qui se répètent à intervalles variables. Donc sans motivation extérieure. D'accord? Donc il ne s'accompagne ni de troubles des tonus, ni de troubles de la motricité. Exemple, les clins d'œil. D'accord? Haussement des épaules, les mouvements du cou et de la tête. Vous voyez donc ici les tics. Clignement de l'œil, c'est un tic. Donc pour examiner la motricité, donc on commence par l'anamnèse. On recherche une douleur musculaire, une fatigabilité ou un déficit moteur. On précise le mode d'apparition du déficit, le siège du déficit et son caractère, permanent ou bien intermittent. Donc l'examen musculaire, il comprend l'étude du volume musculaire, du tonus musculaire, de la force musculaire, les réflexes osteotendineux et cutanéo-muqueux et la coordination des mouvements. Donc, par exemple, pour le volume, voir ischémie, hypotonie, hypertonie, la spasticité, flasque, d'accord? Le réflexe, est-ce qu'il y a le réflexe, est-ce qu'il y a une aréflexie, etc. Donc pour le volume musculaire, voir est-ce qu'il y a l'amyotrophie, l'hypertrophie, est-ce qu'il y a des fasciculations. Faire la palpation pour voir est-ce qu'il n'y a pas une rigidité, une douleur. On peut faire aussi la percussion. Est-ce qu'il y a la contraction du muscle plus la décontraction? En cas d'affection musculaire, on peut avoir ces réflexes qui est égal à 0, absent. La réflexie. Donc il n'y a pas de contraction, décontraction à certains cas d'affection musculaire. L'examen du tonus musculaire, donc on cherche l'hypotonie ou bien l'hypertonie. Donc on doit apprécier le tonus de repos sur un patient allongé sur le dos, muscle relâché. On essaie de faire une mobilisation passive sans effort de la part du patient des différentes articulations et des mouvements. Donc s'il y a diminution de contraction, on dit que le patient il a une hypotonie qui peut nous renseigner sur une atteinte du système nerveux périphérique ou bien une atteinte cérébraleuse, une atteinte cérébrale. Ou bien exagéré, on dit que le patient il a une hypertonie. Donc au repos, peu de résistance au mouvement passif. Donc pour les membres supérieurs, on essaie de faire la rotation, une rotation du poignet, une supination, extension, une supination et une extension du coude. Pour les membres inférieurs, on essaie de faire une rotation de la hanche et flexion du genou pour voir est-ce qu'il y a une hypotonie ou une hypertonie. D'accord? En cas de faiblesse musculaire de l'un des membres ou des deux, le membre atteint il tombe. D'accord? Et incapable d'effectuer le mouvement. Donc il faut attendre 10 à 20 secondes avant de conclure quant à l'absence de déficit lors de ces manœuvres. Donc chaque membre qui tombe, c'est-à-dire qu'il y a un déficit. Donc, soit par l'épreuve de Barré, l'épreuve de Magasinet et l'épreuve des bras tendus. On peut faire aussi l'examen des réflexes osteotendineux et cutanés. Donc les réflexes osteotendineux qui sont recherchés sur un patient qui est bien relâché par percussion d'un tendon à l'aide du marteau à réflexe. Donc les réflexes obtenus sous forme de contraction du muscle, ils correspondent, ils seront, les réponses ils doivent être analysées dans leur amplitude et comparées au côté contralatéral. La symétrie est la règle chez le sujet normal. Par exemple, les réflexes rotuliens, les réflexes achilliens. Donc, les rotes, bien les réflexes, ils sont exagérés dans le syndrome pyramidal en recherchant le signe de Hoffman et le signe de Rossolimand. Donc, pour la percussion,
ici pour voir le réflexe du biceps, le triceps, le réflexe rotinial, le réflexe stylo-radial, les réflexes du tendon d'Achille. Deuxième, c'est le réflexe qui est animé que. Donc, par la stimulation, vous voyez ici la stimulation non douloureuse du bord externe de la plante du pied d'arrière. Donc, réponse normale, c'est la flexion. Ici, vous voyez donc la flexion. D'accord? Alors ici, le signe de Babinski, vous voyez l'extension des gros orteils. D'accord? Et comme j'avais dit, donc le signe de Babinski, il rend sur un syndrome pyramidal. Exemple ici, signe de Babinski, signe de Hoffmann, signe de Rossellimont, ils ont reçu sur un syndrome pyramidal. Donc à la fin, donc, vous avez quelques exercices. D'accord? Et merci de votre attention.